مردين الراسة عشرة كبر ناسة مردين الراسة عشرة كبر ناسة مردين الراسة عشرة كبر ناسة مردين الراسة يزاغ بالفراسة طيارة الألوان. Je le connais depuis maintenant 40 ans. Plus de 40 ans, oui. J'ai fait sa connaissance parce que simplement il a été mon directeur de thèse et que j'ai soutenu cette thèse sous sa direction le 26 juin 1979 à Nice. Voilà. Donc c'est un historien de l'Algérie. Moi je l'ai connu surtout à l'origine par sa thèse sur le niveau de vie des populations constantinoises de la conquête jusqu'à la guerre de 14, enfin jusqu'à la fin de la guerre de 14, jusqu'en 1919, et c'est ce monument qui a été publié en 1961, si je me souviens bien, a été réédité l'an dernier par notre ami Abdelrahman Bouchen, éditeur algéro-parisien à Saint-Denis, avec une petite préface que j'ai faite. Une belle préface. Merci. Bon. Mais il a écrit bien d'autres livres. Il a collaboré à l'Algérie passé et présent en 1961. Et puis plus tard d'autres livres sur l'Algérie plus récente, comme l'Algérie amère notamment, oui. Ça c'est 1995, et d'autres encore que je te laisse signaler. Oui, il y a eu ce qui a été peut-être le plus important, ma participation à la Cambridge History of Islam en 1968 ou 9. Là, on m'a confié, les anglo-saxons m'ont confié la rédaction de la notice concernant l'histoire du Maghreb colonial, et donc ça m'a donné une certaine aura dans le monde anglo-saxon. Enfin, il faut dire que tu parles anglais de manière admirable hein, par rapport à moi. C'est-à-dire que j'ai été amené à faire des cours dans des universités américaines à différentes reprises, et que apparemment ça s'est fort bien passé, que quand après le premier cours, le doyen m'avait dit You know Andrew, je pense que tu auras 4, 5 étudiants, et quand je suis allé le revoir après la première séance, je lui ai dit tu sais, j'en ai eu 17. Alors il me dit extraordinary. First time, c'est la première fois qu'il y a autant de gens pour aller écouter quelqu'un qui parle d'un pays qu'ils ne connaissent pas. Alors je lui ai dit tu sais, doyen, c'est uniquement un succès d'exotisme. Ils sont venus écouter un prof français qui parle américain, et donc c'était ça qui les a attirés. Et quand le lendemain il y en avait 22 ou 23, alors il m'a dit non, c'est pas l'exotisme qui les a attirés, c'est autre chose, c'est la connaissance. Bon, là, on dira rien de plus. Hein. J'ai été heureux, évidemment, mais j'en ai rien. Voilà. Bon, je ne te présente pas sur le plan de la biographie. Simplement, André Douchy, il a fêté ses 90 ans en décembre dernier. Oui. Voilà. Il a fait la Deuxième Guerre. Et je vous signale qu'il a fait la Deuxième Guerre et il a fait partie de l'armée qui a remonté l'Italie, Monte Cassino, et qu'il a été dans la même armée qu'un certain adjudant Ahmed Ben Bella. Et que ça vous dit peut-être quelque chose. Et je voudrais dire aussi que, en tant qu'ancien de la première VFL, j'ai fait partie du groupe d'armée qui a libéré Lyon. Et nous sommes rentrés à Lyon le
le 3 septembre 1944 avec un mois d'avance sur le calendrier. Et c'est certainement l'une de mes fiertés les plus grandes d'avoir libéré Lyon. J'ai adoré cette ville, je l'adore encore, et me venir ici, c'est pour moi une joie immense. Et avant de commencer ce débat, cette conversation de débat, et cette confession, parce que c'est d'abord et avant tout une confession, je voudrais que honorer quelqu'un qui vient de naître, qui vient d'apparaître dans la vie des hommes, un petit Nouchi, qui est né la semaine dernière. C'est mon arrière-petit-fils, Emmanuel, qui, pour moi, signifie la prolongation d'une racine italienne, toscane, qui s'est implantée en Algérie en 1736-1738. C'est pour ça que je dis que je suis maghrébin profond, mais que je suis très fier que ce petit garçon, qui n'a pas 8 jours encore, soit en tête de cette conférence, débat, confession, appelez ça comme vous voulez. Car en fait, et je voudrais remercier tous mes amis lyonnais, et j'en ai quelques-uns. Je voudrais les remercier de m'avoir invité à parler d'une expérience qui n'a jamais été racontée et qui est pourtant importante sur le plan de la formation, mais aussi sur le plan de la politique. Car, mesdames, messieurs, mes chers amis, quand on parle de l'école, quand on parle de l'enseignement, on touche à l'un des faits politiques, l'un des problèmes politiques les plus importants dans la vie des hommes. L'école, c'est d'abord et avant tout un objet politique, car l'école forme des citoyens et des citoyennes, j'insiste beaucoup, citoyens et citoyennes. Et quand un pays manque d'école, quand la vie d'un homme n'est pas touchée ou d'une femme n'est pas touchée par l'école, alors vous pouvez être tranquille. Il y a un problème sur le plan politique, un problème redoutable. J'insiste beaucoup là-dessus. Et donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, chers amis, c'est mon expérience, ma vie personnelle, celle que j'ai vécue depuis l'âge de 5 ans, puisque je suis rentré à l'école à 4 ans et demi, à 5 ans, même si ma mère m'a appris à lire, car les mamans autrefois dans certaines familles apprenaient à lire à leurs enfants. Et c'est ma mère qui m'a appris à lire. Mais je suis un enfant de l'école publique française, celle de la République, l'école de Jules Ferry, et c'est cet enfant de l'école publique qui parle aujourd'hui parce que je lui dois tout. Ça, c'est une première constatation, c'est un premier fait important. Mais mon expérience n'est pas seulement celle d'un enfant de l'école publique. C'était aussi un enfant des différents établissements d'enseignement
enseignement secondaire, enseignement supérieur également. Et second volet de cette confession, c'est que j'ai enseigné en Algérie de 1948 à 1958 comme professeur agrégé dans différents lycées, Oran, Constantine, Alger. J'ai été chercheur également en Algérie. Et donc, si vous voulez, cette confession couvre un éventail assez large d'expériences, de vie. Car l'Algérie d'avant 1940 n'est pas l'Algérie d'après 1945, et l'Algérie de 40 à 45 n'est pas non plus l'Algérie d'avant 40 et celle d'après 45. Et par ailleurs, je voudrais vous dire que dans la période de 40 à 45, l'Algérie a été, j'allais dire, la première victime ou la plus privilégiée, puisqu'elle a connu en premier les lois anti-juives de Vichy. Ce sont des choses qu'il faut dire et qu'il faut redire. Ce sont des choses également sur lesquelles il faut insister, parce que, aussi étonnant que cela paraisse, mes chers amis, aussi étonnant que cela paraisse, aucune étude n'a été faite. C'est à peine si Charles Robert Ageron évoque en quelques pages les problèmes de l'école dans sa grande histoire de l'Algérie contemporaine, mais jusqu'à présent, on se trouve devant un vide de travaux, un vide d'études, et ça n'est pas du tout un hasard. Mon expérience de l'école publique française, eh bien écoutez, elle est multiple. D'abord, j'ai vécu dans des villages algériens, dans des villages coloniaux. J'en ai connu deux très bien. Ain Bessem, dans le département d'Alger, et un autre, près d'Oran, Ain El Arba, à 60 km d'Oran. Dans l'un et l'autre village, j'ai été enseigné, j'ai reçu les leçons des maîtres français. Je dois bien dire que les lieux où j'ai reçu cet enseignement, ces lieux, c'était des lieux dont l'architecture était très coloniale. Je pense en particulier à mon école d'Ain El Arba, qui avait été bâtie dans le style Jonard, c'est-à-dire un style pseudo-oriental avec des arcs-boutants, non pas des minarets, il n'y avait pas de minarets, mais c'était le style de l'époque. Il fallait donner une couleur orientale. Mais ces écoles, c'était des écoles qui étaient segmentées. Segmentées parce qu'il y avait deux écoles, l'école des garçons et l'école des filles. Et avec entre elles deux un mur de 3 mètres de haut, fermé avec une porte qui fermait à clé, qui n'était jamais ouverte. Et je peux vous dire que la mixité, c'était une chose inconnue dans les années 30. Il n'y a jamais eu de mixité dans les écoles de la République française en Algérie. Jamais. Et suprême séparation. Quand nous allions en promenade, les garçons et les filles, un jeudi par mois, nous étions séparés et il ne fallait pas qu'on se mélange. Il ne fallait en aucun cas
qu'on se mélange. Le seul endroit où l'on pouvait se rencontrer, où les garçons et les filles pouvaient rencontrer les filles, c'était